que je vais vous présenter ce soir, c'est quelque chose qui est issu d'un travail de pédagogie que je me suis, que j'ai été amené à faire régulièrement auprès des camarades militants avec lesquels j'ai l'occasion de militer et de travailler en tant que graphiste. Je suis venu en fait, effectivement, je suis monté à Paris pour une école de design et je suis venu au graphisme en grande partie par le biais du militantisme parce que j'avais commencé à militer et que les premières images que j'ai créées, c'est sur ce terrain-là et j'ai jamais cessé ensuite de créer sur ce terrain politique, social, écologique et autres. Mais face à ces militants, j'ai aussi rencontré une problématique que tous les graphistes qui veulent faire un vrai travail de création, tous les graphistes qui se revendiquent auteurs, rencontrent, c'est la méconnaissance de l'affiche, la méconnaissance de ses mécanismes, de son histoire et de sa nécessaire autonomie qui est nécessaire pour pouvoir créer des formes neuves et pouvoir éclairer le regard, éclairer la pensée des passants qui rencontrent ces affiches. On est quelque part plus chanceux et en même temps plus malchanceux que les artistes purs qui vont exposer dans les musées parce qu'on propose des images qui sont visibles par tous, qui sont dans la rue, et en même temps on propose des images à des gens qui ne sont pas venus les voir. Et tout l'enjeu, c'est d'arriver à ce que ces images, elles arrêtent le regard, elles arrêtent le passant. Donc je commence cette présentation justement avec un petit schéma que j'ai fait effectivement il y a pas mal de temps et que je réutilise régulièrement pour faire percevoir les enjeux de l'affiche et notamment de l'affiche politique. C'est ce petit schéma des trois murs. Voilà, parce que effectivement, nos affiches, contrairement aux tableaux accrochés au CIMES des musées, elles sont dans l'espace public, qui est un espace qui ne sont pas des murs blancs et purs, qui sont des murs au contraire déjà saturés de signes. Voilà, l'espace de la ville, l'espace urbain ou l'espace même des plus petits des villages est déjà en général contient déjà beaucoup de signes qui s'imposent au regard du passant. Des signes du commerce, des publicités qui sont souvent elles-mêmes déjà dans des dimensions très importantes, notamment les 4 mètres sur 3. Les enseignes, qui parfois en néon, des vitrines, tout ce qui est de l'ordre de la signalétique urbaine, donc les panneaux de signalisation, les marquages au sol, etc. Tout l'affichage sauvage auquel en général on participe quand on est du côté de l'affiche politique, mais qui est lui aussi extrêmement présent, et puis tout ce qui est tag, etc. Et toutes les inscriptions plus ou moins autorisées qu'on peut trouver sur les murs. Donc voilà, donc on est déjà dans un défi d'apparaître au milieu de tous ces signes et d'arriver à capter l'attention au milieu de tous ces signes. Et puis deuxième chose, c'est que le deuxième mur auquel on est confronté, c'est celui de l'indifférence des passants qui effectivement ne sont pas venus comme dans un musée pour découvrir des images. Ils sont là, ils vont d'un point A à un point B, et puis en général, leur regard voilà, parcourt nonchalamment leur environnement, mais sans s'y attarder. Donc, une affiche a pour enjeu déjà aussi de franchir ce mur d'indifférence des passants et de capter son attention pour qu'ils viennent s'intéresser à ce qu'on a à lui dire en termes on va dire, de messages et en termes d'information. Et puis, dernier mur qui est propre vraiment là à l'affiche politique, c'est le mur de préjugés. Voilà, et ça, c'est une des choses que les camarades militants ont souvent du mal à percevoir, mais c'est que il y a sur toute organisation politique, syndicale, associative, il y a des préjugés, notamment quand elles se veulent radicales du côté aussi bien des questions sociales, écologiques ou antiracistes, etc.
Et donc il s'agit d'avoir une forme de réflexivité sur ses propres signes, sur la propre image qu'on donne, si on veut arriver à convaincre les gens de ce qu'on a à dire. Voilà, donc je commence avec cette petite introduction. Et ensuite, je vais vous montrer, voilà, j'ai collecté depuis pas mal d'années des images d'affiches utilisant le thème de la main, qui m'a paru un thème, on ne sait pas, très original, mais c'est très pertinent à mon avis pour entrer dans la logique du signe, puisque la main est déjà un élément polysémique qui peut, c'est un élément du paralangage, on va dire, on peut dire des choses avec les mains, et donc ça se prête bien à exprimer des idées sur une affiche. Et effectivement, la première figure de la main qu'on a en tête par rapport à la politique, c'est le point levé. Donc je commence avec un point levé qui date de 68, que sans doute un certain nombre d'entre vous ont déjà vu, qui fait partie de ces images, elles sont quelques-unes, qui sont réutilisées encore aujourd'hui par des groupes politiques. Et souvent, un des problèmes avec cette méconnaissance de l'histoire du graphisme, c'est qu'il y a des contresens. Donc, parce que ce point levé, c'est la première affiche sortie des presses sérigraphiques de l'atelier populaire numéro 1, celui des Beaux-Arts, en 68. Mais elle a certaines caractéristiques qui la relient à l'affiche aux affiches de la Révolution culturelle qui a commencé l'année d'avant. Et c'est pas étonnant puisque les deux créateurs de l'atelier de 68, de celui des Beaux-Arts en tout cas, sont Gilles Ayot et Pierre Buraglio, qui font partie du courant qu'on appelle à l'époque de la jeune peinture, qui sont très engagés à gauche et en même temps en rupture du Parti communiste, mais à l'époque, pour certains, le modèle qui va s'avérer malheureusement aussi, pas bien meilleur que le modèle stalinien, c'est le modèle du maoïsme. Et donc, voilà, premier contresens que je fais remarquer, que j'utilisais pour faire remarquer à mes petits camarades, c'est que ce point levé va être réutilisé par des courants très différents, et entre autres libertaires, sans voir cette référence au maoïsme qu'il y a derrière et qui vient de ce dessin des lignes liées à la fois au trait de pinceau et puis à la technique de la gravure sur bois. Autre point levé de 68, avec là, ce qui est intéressant, c'est qu'on est dans une construction de l'image qu'on retrouve dans beaucoup d'images d'affiches, qui est de conjuguer deux signes, ici l'usine et le point levé, pour faire apparaître un troisième sens. Donc là, en l'occurrence, bien sûr, les usines en lutte et la lutte des ouvriers. Cette figure du point levé, elle apparaît, en tout cas les traces les plus anciennes qu'on en retrouve datent du début du XXe siècle. Elle apparaît comme symbole des luttes sociales de la gauche, voilà, à cette époque-là. Et elle va surtout, en fait, prendre de l'ampleur et se diffuser au moment de la montée des mouvements fascistes et nazis, et exister comme réponse au salut nazi. Donc là, voilà un exemple d'une affiche hollandaise, enfin néerlandaise, pour le Parti communiste hollandais en 1931. Et puis, bien sûr, ensuite, elle a été utilisée maintes et maintes fois pour symboliser différentes luttes. Donc là, c'est une image d'un Japonais qui est décédé il y a quelques années, mais qui fait partie des figures importantes du graphisme japonais, Shigeo Fukuda. Image en 89 pour commémorer la victoire sur le nazisme. Voilà, et comme souvent chez Fukuda, un travail sur le signe très stylisé et sur le travail entre le dessin, le contour, les formes, les contreformes,
le noir et le blanc, etc. Mais toujours voilà, avoir un recul sur la polysémie des signes. Ce point levé, c'est aussi l'image finalement de la force et du point que finalement on peut donner à l'adversaire. Et ça a pu être aussi depuis récupéré aussi dans certains cas par l'extrême droite. Donc là, on a un symbole du White Power et puis le logotype de la LDJ, la Ligue de défense juive, qui est un mouvement d'extrême droite pro-israélien, qui est d'ailleurs interdit en Israël et aux États-Unis, mais pas en France. Et puis là aussi, méfions-nous des signes encore, des habitudes. Donc là, un point levé, rouge et noir, on a l'air d'être toujours dans ce même univers de la gauche et de la gauche radicale. Et bien, en fait, il s'agit du symbole d'un club d'amateurs de fist-fucking des alentours de Los Angeles. Voilà. Et puis, voilà, pour sortir de ce point jusqu'alors qu'on a vu comme assez stylisé, rouge et noir, assez réaliste finalement dans son dessin, voilà un point levé dessiné par Juan Miró, donc évidemment peintre espagnol important, qui hésite entre abstraction et figuration habituellement et qui là voilà, a fait cette lithographie qui a été diffusée en soutien pour obtenir des fonds pour soutenir les antifranquistes, les républicains espagnols pendant la guerre d'Espagne. Voilà, et donc ce qui est intéressant, c'est ce rapport entre l'expression d'une force avec ce point surdimensionné et en même temps la joie qu'il y a dedans et le côté voilà, le côté joyeux qui rompt avec l'imagerie peut-être un peu violente et viriliste habituelle. Et là, étonnamment, donc là c'est une affiche des sociodémocrates allemands, à l'époque où ils avaient une imagerie bien plus agressive que celle qu'on peut connaître aujourd'hui, et des programmes sans doute politiques aussi plus radicaux. Et en fait, là, c'est un détournement du signe qui est utilisé par eux à cette époque, qui sont les trois flèches allant vers la gauche. Et ces trois flèches, en fait, elles ont été construites au départ comme un outil contre les nazis, puisqu'elles servaient à recouvrir les croix gammées qui étaient dessinées sur les murs. Et donc, et c'est resté ensuite, après avoir été utilisé par les sociodémocrates allemands, ces trois flèches ont été utilisées par d'autres mouvements sociodémocrates, dont la SFIO en France. Et c'est bien plus tard que ces trois flèches ont été supplantées par le point à la rose, qui est apparu pour le Parti socialiste français en 69. Il devient officiellement l'emblème en 71. Et il a été dessiné par un illustrateur qui s'appelle Marc Bonnet, et sur lequel, si parmi vous il y en a qui ont des renseignements, ça m'intéresserait, parce que je n'ai jamais réussi à trouver le moindre renseignement sur ce monsieur, pas même ses dates de naissance et de mort. Mais il a créé en tout cas un signe qui a une certaine force. Alors on retrouve un peu la figure du point levé, sauf que cette fois-ci il est passé à l'horizontale, donc il perd peut-être un peu en dynamisme. Peut-être pour atténuer justement le côté radical du point levé, et bien sûr avec cette rose qu'il sert, sur laquelle le paradoxe a souvent été relevé. Tenir une rose dans un point serré, c'est se mettre les épines dans la paume. Mais en tout cas, ce signe va ensuite être repris avec leur propre version par la plupart des partis sociodémocrates européens et mondiaux. Alors, donc, on est passé déjà avec le signe du Parti socialiste du point levé au point brandissant, serrant quelque chose. Et là, on a une affiche de 1928, à nouveau aux Pays-Bas,
pour les peintres et en soutien au mouvement de revendication des artistes hollandais. Ce qui est intéressant, c'est déjà cette forme graphique assez intéressante dans la stylisation de ce point brandissant un pinceau. Et en même temps, je pense qu'on voit dans ce pinceau assez gros, assez large comme ça, on peut y voir aussi une trace de la référence au flambeau de la liberté que brandit la statue de la liberté qui est déjà installée à cette époque et qui sans doute déjà sert de référent. Et puis d'autres images comme ça de points brandissant des objets. Donc là, tenant la hampe d'un drapeau. Et ce qui est intéressant, c'est le lien qui est fait entre deux images sans qu'il y ait de lien direct, mais par la mise en valeur par la couleur du drapeau. Parmi d'autres drapeaux noir et blanc, on a le lien, l'œil fait le lien entre les deux éléments. Donc là, c'est une affiche d'un graphiste cubain important parmi les grands affichistes cubains de cette époque, qui est un peu l'âge d'or de l'affiche cubaine post-révolution, où il y a pas mal de créations intéressantes qui se fait, entre autres, dans les affiches de films, y compris avec les affiches des films étrangers. C'est ce qui se passera aussi de la même manière en Tchéquie ou en Pologne. Toutes les affiches de films sont confiées à des graphistes, y compris les affiches qui ont déjà des affiches de leur pays d'origine qui sont refaites localement. Là, en l'occurrence, c'est un documentaire local, un documentaire cubain, et donc l'affichiste en question, c'est René Ascui, qui est toujours vivant actuellement et qui fait partie avec quelques autres, Munoz Bach et Nico, des grands affichistes cubains. Et René Ascui a cette particularité, il faut le souligner aussi, l'affiche cubaine dans son ensemble est très colorée, on en verra un exemple un peu après, et René Ascui a la particularité en général de travailler en pur noir et blanc ou alors avec seulement quelques touches de couleur. Donc là, une affiche soviétique où cette fois c'est l'aile de la colombe qui se serre en point tenant un rameau, donc l'enchâssement de différents signes les uns entre les autres. Et puis à nouveau, voilà une affiche cubaine, cette fois plus dans les couleurs habituelles qu'on voit dans ces affiches-là. De Antonio Pérez di Nico, affiche de 1970. Alors je citais tout à l'heure les affiches de films qui étaient faites là-bas. Il y a aussi, du côté de la commande envers les graphistes, il y a aussi ce type de commande régulière. Là, c'est pour la Journée internationale de solidarité avec l'Amérique latine. Et on a ce genre de journée de solidarité avec différents continents, différents peuples en lutte, qui fait qu'il y a c'est un peu un exercice de style que chaque graphiste va faire tour à tour, année après année. Et ce qui est intéressant là aussi, c'est qu'on a une image qui pourrait, dans ce qu'elle représente purement, être assez violente, puisqu'on a un point brandissant un fusil, ce point étant bien sûr l'Amérique latine, mais qui est contrebalancé par la qualité, par la vibration des couleurs et la rondeur des formes, qui lui donne un côté plus joyeux et poétique. Et puis là, on revient là sur une affiche française, donc Alain Le Kernec, un des graphistes de la génération de Grappus et de Quarez, qui ont été ces générations de graphistes français marquées par l'affiche polonaise, dont certains sont allés même étudier avec un graphiste polonais important dont on verra un exemple tout à l'heure, qui s'appelle Tomaszewski, Henryk Tomaszewski. Et donc là, on a une affiche que Alain Le Kernec a fait à l'occasion du naufrage de l'Erika qui a pollué les côtes bretonnes. Le Kernec, comme son nom l'indique, est en breton. Et donc, il a ensuite pu faire éditer cette image par le Parti des Verts.
Donc là, ce qui est intéressant, entre autres, c'est déjà le fait de déréaliser, de faire passer un élément photographique, le transformer en signe. Photographiquement et de manière réaliste, on devrait avoir la continuité du bras ici, et en enlevant le bras, en n'ayant plus que le gant se repliant sur lui-même, on passe au niveau du signe et de quelque chose de moins réaliste et de plus abstrait, de plus évocateur. Et puis, on a aussi ce qui est intéressant, c'est l'interaction entre le texte et l'image devenant partie, je veux dire le texte devenant partie de l'image, devenant l'objet brandi par le poing serré. Là, une affiche pour la paix, pour le désarmement surtout soviétique des années 70, sur lequel je n'ai pas trouvé malheureusement beaucoup de renseignements, mais qui a une vraie force graphique assez intéressante. Donc avec voilà, donc toujours la figure du poing serré, mais cette fois effectivement qui va briser un objet, en l'occurrence ce missile. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à la fois ce poing serré, qui est dans quelque chose d'assez violent, briser un objet dans cette représentation, et en même temps dans une représentation qui évoque beaucoup plus la douceur, dans lequel on peut même voir l'évocation d'une colombe, si on le mettait à 90 degrés, et en même temps cette alliance de force et de douceur qui se révèle plus fort que le missile, et cette représentation en noir éclaté de la force guerrière auquel il s'oppose. Et puis, dernière figure du poing serré, cette fois-ci représenté de face. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il est non pas photographié, mais en fait il est scanné. On sent la lumière qui vient directement face au point et qui disparaît très vite, donc, qui est le signe de ce procédé du scan. Et puis aussi dans sa force frontale de ce point, elle est aussi là contrebalancée par le côté charnel de l'écriture directement sur les doigts. Voilà, et c'est une image donc de Pascal Colrat, graphiste français, éditée et produite à l'époque des grèves de 95, grande grève contre le plan Juppé, mais qui résulte d'une commande de Philippe Chat à Fontenay-sous-Bois, voilà, Philippe Chat décédé il y a peu de temps aussi, et qui a permis à pas mal de graphistes d'éditer des affiches de qualité. Et donc, comme je le disais au départ, le point levé a pris son essor aussi dans la symbolique à gauche, en opposition au bras tendu des nazis. Et voilà un exemple d'affiche du parti nazi. Là, c'est pour un référendum pour valider l'annexion des Sudètes. Alors, mon référendum, évidemment, il n'y avait pas tant que ça la possibilité de dire non, je pense, mais voilà, en tout cas, voilà, Dein Ja dem Führer, ton oui au Führer, le 4 décembre, avec ce bras levé qui forme qui va dans la diagonale de l'image, et donc qui va lui donner une grande dynamique. Et puis en même temps l'évocation de la chaîne brisée, voulant signifier la fin d'un asservissement. Alors évidemment, c'est un des aspects fondamentaux du nazisme et des fascismes qu'on a connus en Europe, que d'être des révolutions conservatrices, donc de reprendre certains des aspects
ou des vocabulaires de la gauche, par exemple cette fin de l'asservissement, pour les détourner vers un renforcement de l'ordre social. C'est d'ailleurs cette notion de révolution conservatrice, c'est intéressant, Pierre Bourdieu disait que c'était un point commun avec le néolibéralisme qui lui aussi reprend le vocabulaire et certains apparats de la transformation sociale et de la gauche pour aller vers une forme de conservatisme. Et voilà une autre affiche, voilà, pour un autre référendum un peu de temps avant, là c'était pour l'annexion pour l'Anschluss, donc l'annexion de l'Autriche. Donc là avec un double mouvement, un mouvement diagonal vers le haut et puis un mouvement descendant vers le ya, le oui. Et puis ça, une affiche du parti nazi là, de 1932, qui est la première élection, qui est une élection centrale qui voit leur quasi-victoire. En fait, cette victoire, elle sera réelle que parce que ensuite Hindenburg va accepter Hitler comme chancelier. Mais en tout cas, voilà, cette affiche a contribué à leur victoire certainement à l'époque. Donc dans ces élections en Allemagne à l'époque, les listes sont numérotées. Donc on verra avec un autre exemple tout à l'heure que certaines fois les graphistes en jouent. Donc là c'est voilà, Arbeit und Brot, c'est du pain, enfin du travail et du pain grâce à la liste 1. Et donc là, on a ces bras tendus qui offrent des outils, des bras qui vont les chercher. Donc une figure, là, vraiment du pouvoir, et pas, là, on n'est pas vraiment dans l'émancipation. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que il n'y a pas le nom du parti nazi, on a juste marqué liste 1, et puis on a cette croix gammée qui apparaît sur le bras, seule référence à l'affiliation de cette liste. Et puis voilà, cette figure du bras tendu devient aujourd'hui symbolique du nazisme et du néonazisme et du néofascisme, avec cette affiche de von Sickmann, graphiste allemand, qu'il a intitulé cette affiche Les os, puisque en fait les mots, donc là on a aussi une interaction intéressante entre texte et image, avec ces mots, donc nationaliste, opportuniste, fondamentaliste, fasciste, idiotiste, donc néologisme pour les qualifier d'idiots comme si c'était une idéologie. Et voilà. Et ce qui est intéressant aussi, c'est le recadrage. C'est-à-dire qu'on n'a pas un bras tendu tout entier, mais simplement dans le cadrage de la main et par son inclinaison, on suggère le salut nazi. Et puis là, à nouveau une image pour se méfier un peu des images. Là, on pourrait croire aussi à voir un salut nazi, et pourtant, là, on est dans la symbolique de la main levée, du vote à main levée, puisqu'on est dans une affiche soviétique des années 30, enfin de 1930 précisément, de Kloutsis, Gustav Kloutsis, un des constructivistes, en fait, peut-être le seul constructiviste qui va continuer ensuite à produire des affiches sous Staline. Voilà. Et donc là, un jeu entre texte et image aussi qui utilise vraiment de manière très forte les diagonales pour donner de la dynamique à l'image. Et là, on arrive sur une autre figure de la main, bien connue également dans l'affiche, c'est l'index pointé sur le spectateur de l'affiche. Donc ça fait partie aussi des quelques images qui sont toujours aujourd'hui présentes dans l'imaginaire commun, sans doute parce qu'elles peuvent continuer à être détournées et exister maintenant sur les réseaux sociaux sous la forme de ce qu'on appelle des mèmes, c'est-à-dire des images qui peuvent être réappropriées de différentes manières et être réinventées à chaque fois pour différentes idées, différentes causes, voilà. Et donc, voilà, donc là, le personnage nous pointant du doigt, c'est bien sûr une figure de l'oncle Sam,
Donc l'affiche est de James Montgomery Flagg, qui est un illustrateur affichiste important de cette période. Mais ce qui est intéressant, donc là on est dans la Première Guerre mondiale, alors cette affiche aura tellement de succès qu'elle sera rééditée quasiment à l'identique pendant la Deuxième Guerre mondiale aux États-Unis. Ce qui est intéressant de savoir aussi, c'est que en fait, Flagg n'a fait que reprendre une affiche éditée 1 ou 2 ans auparavant par un autre illustrateur, mais cette fois britannique, qui s'appelle Alfred Leith. Voilà pour une affiche qui elle-même déjà à l'époque connaît un succès important là-bas. Donc là on est en tout cas dans une interaction entre le poster et le passant. Quand on parlait d'interpeller le passant, là on est un peu dans l'interpellation maximale, c'est-à-dire qu'on a un doigt accusateur, voilà, et donc cette figure-là du doigt accusateur, elle va vraiment faire florès, elle va être utilisée, là c'est par les Allemands, elle sera utilisée par les Soviétiques, là donc on est dans la guerre civile entre armée rouge et armée blanche, pour une affiche de Dmitri Moore, qui elle aussi fait partie des images qui sont encore en circulation et en réappropriation aujourd'hui. Un autre exemple, là on passe après-guerre pour le Parti socialiste, la SFIO de l'époque. Et une image, là, cette fois en Suisse, le Parti libéral suisse de Karl Gerstner, donc qui fait partie de cette école suisse, de ce style qui deviendra style international, en gros du fonctionnalisme, on va dire, et de ce qu'on appelle aussi la typographie intégrale, où les notions de grille et de construction de l'image en rapport de proportion et en découpe de forme et de contre-forme, voilà, va fonctionner de l'échelle du texte à l'échelle de l'affiche en entier. Et puis là, on est déjà dans une forme déjà plus détournée, avec cette affiche faite par un artiste qui est d'abord muraliste, Mario Torero, en 87 aux États-Unis, donc qui est un artiste chicano. Et cette affiche est à l'occasion des 20 ans de l'assassinat de Guevara. Vous n'êtes pas une minorité, et si vous êtes bien attentif, vous aurez pu peut-être repérer que bon, on est dans un collage entre un portrait de Guevara issu de la fameuse photo de Corda, et l'index pointé est celui de notre soldat de l'armée rouge qu'on avait tout à l'heure, qui est juste un peu plus stylisé et renversé symétriquement. Et puis donc cet index pointé devient au final le symbole de la propagande, et il est utilisé par Grappus lors d'une fameuse exposition, une exposition importante en 1975 au Centre Pompidou. L'exposition elle-même est réalisée par Grappus sur qu'est-ce qu'une campagne publicitaire. Et pour cette exposition, ils font cette image qui est une mise en abîme de l'affiche et de ce que c'est que la propagande, on va dire, voilà, avec ce spectateur traversé par cet index pointé et accusateur. Ensuite, on part sur à nouveau une autre figure de la main, qui est la main qui cherche à prendre, à s'approprier. Figure qui va aussi beaucoup fonctionner pendant les périodes de guerre. Donc chacun cherchant à montrer l'adversaire comme une menace, cherchant à s'approprier le pays. Donc là, c'est une affiche faite par le gouvernement de Vichy. Voilà, on a la figure des doigts crochus avec la petite gourmette aux couleurs, enfin avec la faucille et le marteau. Donc ce sont les communistes qui vont soi-disant envahir et s'approprier la France. Là, c'est aussi tourné contre les communistes, là c'est sous l'occupation des Pays-Bas par les nazis.
Donc Handen weg bas les pattes. Et puis, toujours du côté des mouvements fascistes, là on est pendant la Seconde Guerre mondiale, toujours, là c'est du côté italien, et donc on a cette fois 3 mains, l'une avec l'étoile de David pour les juifs, la faucille et le marteau pour les communistes, et puis le compas et l'équerre pour les francs-maçons. Voilà, avec cette figure de l'enfant qui pleure, donc toutes sortes de figures assez, enfin voilà, une représentation forcément de propagande assez bien démagogique, et en même temps une vraie qualité graphique dans cette image, il faut le reconnaître, dans le jeu des couleurs, des contours le tout sur fond, faisant ressortir tout ça sur fond noir, excusez-moi. Et puis, mais cette image a pu être tout aussi bien utilisée par les antifascistes, puisque là, on a une image faite par les mouvements républicains espagnols contre, évidemment, le soutien fait par l'Italie fasciste aux franquistes en Espagne. Donc on a les 3 couleurs de l'Italie sur cette main avec les rangées de soldats. Et puis une réappropriation assez à contresens et assez intéressante, et bon, qui est très connue, en tout cas au moins du côté des graphistes dans l'histoire de l'affiche, par John Heartfield. Donc John Heartfield, artiste important qui, en 1919, a rejoint à la fois le mouvement Dada, récemment créé, et le Parti communiste allemand, tout aussi récemment créé par Rosa Luxembourg. Et donc là, on a à l'inverse une main qui est montrée comme positive, comme étant la main du parti qu'on souhaite défendre, qui est une main aux doigts noircis, une main de travailleur, d'ouvrier. Et comme je le disais tout à l'heure sur les numéros de liste en Allemagne, et ben, il se trouve qu'à ce moment-là, voilà, le Parti communiste allemand se retrouve sur la liste 5, et Heartfield utilise ce numéro 5 pour en faire un slogan et une image. Donc la main à 5 doigts, avec 5 tu empoignes l'ennemi, vote liste 5 Parti communiste. Et donc dans la concision et la force graphique de cette main isolée, on a aussi un signe qui va avoir un impact assez très fort à l'époque et postérieurement. Et l'image va y compris se retrouver en couverture du journal Le Drapeau Rouge Die Rote Fahne, le journal du Parti communiste allemand. Et donc Heartfield est aussi important parce qu'il est un des pionniers du photomontage, et donc beaucoup des photomontages qu'il fait sont dirigés contre les nazis qui montent à l'époque en Allemagne. D'ailleurs, il faut signaler que son vrai nom à John Heartfield, c'est Helmut Herzfeld. Il a anglicisé son nom comme une forme de protestation contre le nationalisme allemand qui était en train de monter. Et donc, beaucoup des photomontages qu'il a fait sont parus dans ce journal auquel il participait, qui était l'AIZ, l'Arbeiter Illustrierte Zeitung, le journal du travailleur illustré. Et là, on voit en couverture, on avait tout à l'heure le salut nazi, mais Hitler lui-même, c'était en fait le salut vers le Führer, vers Hitler, et Hitler, il saluait avec la main en arrière. Et donc, Heartfield utilise ça pour dénoncer le lien entre les capitalistes allemands, fournisseurs de soutien, notamment financier, envers le Führer. Et donc là, on arrive à une autre figure, la main qui prend. On avait la main qui cherche à prendre, là on a la main qui prend les billets. Donc on est à nouveau sur une affiche cubaine, cette fois par un autre grand affichiste qui est Eduardo Munoz Bach.
Et là, on a la représentation voilà, d'un médecin qui, en l'occurrence, s'est montré comme intéressé avant tout par l'argent plus que par le soin, avec cette main palpant les billets. Et puis, on arrive encore sur autre chose, là, qui sont les mains tenant les barreaux, donc figure qui va aussi donner lieu à un certain nombre d'affiches importantes. Bon, là, on est dans une affiche de la propagande soviétique des années 50, où à l'époque, on est, voilà, à partir des années 30, de toute façon, les avant-gardes esthétiques ont été mises au pas par Staline. Donc tout ce qui est le constructiviste est passé à l'as au profit du réalisme socialiste. Et pourtant, dans cette-là, Victor Koretsky fait partie des plus prolifiques créateurs d'affiches de ce réalisme socialiste. Et malgré tout, dans cette affiche, on a quelque chose d'intéressant, puisque l'habituel traitement très réaliste des personnages, voilà, là on a quelque chose avec ce visage qui traverse les barreaux, quelque chose qui malgré tout, semble-t-il, voilà, évoque va vers quelque chose de plus onirique et de plus intéressant sans doute que ce qu'il produit habituellement. Et donc cette figure des mains tenant les barreaux, la voilà utilisée par Sislevitch. Donc Sislevitch, artiste, graphiste polonais installé à partir des années 60 en France, qui va participer à créer ce lien entre l'affiche polonaise et l'affiche française. Donc là, créer cette affiche pour Amnesty International, à une époque où bon, Amnesty International, pendant pas mal d'années, on en verra d'autres faites pour Amnesty, offre beaucoup de commandes très intéressantes à des graphistes importants, ce qui fait partie aussi maintenant malheureusement des organisations qui aujourd'hui ont préféré passer à des commandes envers des agences de publicité plutôt qu'envers des graphistes auteurs. Donc en tout cas, très forte affiche de Sislevitch, qui fait partie des affiches qu'on peut voir dans l'expo Cygne. Il y en a, je crois que sur ma série, là, il y en a 3 qui sont dans l'expo du Cygne. Toujours dans l'idée d'enfermement, de lien, d'emprisonnement, on a là ce double mouvement de mains liées et en même temps formant un oiseau qui s'échappe, ce qui est une métaphore assez intéressante par rapport au double, à l'ambiguïté qu'il y a dans le travail, en tout cas dans notre société, qui peut être à la fois source d'aliénation et source d'épanouissement, et peut-être les deux à la fois dans beaucoup de cas. Donc affiche de Milton Glaser, graphiste, enfin dessinateur américain important et cofondateur du Pushpin Studio. Et à nouveau, les mains tenant des barreaux, cette fois pour une autre affiche qu'on voit aussi dans l'expo du Cygne, une autre affiche également issue d'une commande de la ville de Fontenay-sous-Bois et de Graphisme dans la rue, réalisée par un graphiste français, décédé il y a moins d'1 an, qui s'appelle Claude Baillargeon. Voilà une image vraiment, vraiment très forte dans sa symbolique, puisque là, on a ces barreaux sont remplacés par des piles de pièces, donc on a voilà, cette idée du rapport à l'argent qui en même temps nous enferme. Avec le titre aussi est important, puisque l'image s'intitule « Liberté, égalité, fraternité », ce qui est l'indication qui était sur les tranches des pièces de 10 francs à l'époque. Et puis là, en continuant sur l'argent, très intéressant là aussi, une affiche des graphistes associés, donc le collectif créé par Vincent Perrotet, ici présent, à la fin de Grappus. Donc il y a Grappus, quand ils se sont séparés, ils se sont scindés en 3 ateliers. Voilà, on verra entre autres un autre atelier, Nous travaillons ensemble, plus loin.
Et donc, ce qui est intéressant là dans cette image, donc là, on est dans une affiche de théâtre, on n'est pas directement dans une affiche strictement politique, mais la pièce de théâtre s'intitule L'argent, et plutôt que d'avoir une image qui utilise les symboles de l'argent, les pièces, billets, cartes de crédit ou autres, on a une image qui représente le type de lien, ce que c'est que l'argent. L'argent, c'est ce qui permet un échange, et en même temps, c'est un échange dans lequel chacun cherche à s'approprier l'autre, à s'approprier la plus grande partie de ce qui est en jeu dans l'échange, jusqu'à voilà, créer quelque chose qui va vers quelque chose d'assez violent dans la déchirure, etc., évoqué par cette image. Et puis quelque chose, à nouveau une affiche qui est présente dans l'expo au Cygne, une rhétorique visuelle assez proche, là dans une affiche de Yossi Lemel sur le conflit israélo-palestinien, donc Yossi Lemel, graphiste et affichiste israélien. Bon, après, on peut reprocher malgré tout à cette affiche de mettre un peu au même niveau colonisateur et colonisé, mais en tout cas, elle a une force visuelle indéniable. Bon, là, qui, contrairement à l'affiche précédente des graphistes associés, là, va encore plus du côté du réalisme et du quasiment gore. Autre figure de la poignée de main, là dans cette affiche de propagande des États-Unis pour l'effort de guerre, et là qui va inciter col bleu et col blanc sous l'égide de l'oncle Sam à travailler de concert, donc faire taire les rapports et la conflictualité de classe face à l'ennemi commun. Donc avec ce gant de métallurgiste et ce costard de l'autre côté. Là, toujours la poignée de main, toujours symbole de solidarité ou d'échange, mais là qui va en même temps briser cette figure de l'oncle Sam, à nouveau dans une affiche cubaine, cette fois à nouveau de Nico, pour un documentaire cubain. Et puis là, une poignée de main encore plus isolée comme signe, comme pur signe, presque ayant la rotondité d'une planète. Une affiche à nouveau de Roman Sislevich pour la solidarité envers l'Argentine. À l'époque, on est sous la dictature de Videla là-bas. Alors là, on est encore avec une poignée de main et en même temps avec un double mouvement avec ses mains brandissant l'affiche, donc avec une mise en abîme là aussi de l'affiche dans l'affiche, ce qui se justifie au vu du type de lutte qu'il s'agit de soutenir, puisqu'il s'agit des luttes dans l'imprimerie. Donc une affiche de Grappus de 1975 pour la Fédération des travailleurs du livre CGT. Et puis là, décalé. Une affiche de RDA, donc d'Allemagne de l'Est. Là, ce qui est intéressant, c'est le travail sur le mouvement. Donc l'affiche est par essence un objet statique, mais il y a différentes façons d'exprimer, de représenter le mouvement. Là, on est dans une image par image. Voilà pour cette affiche Solidarité anti-impérialiste de 1981. Et donc, voilà, on avait la poignée de main. Là, on a vu voilà, ce qui précède la poignée de main, c'est les mains qui se tendent l'une vers l'autre. Et là, on a l'exemple d'une affiche à nouveau de Shigeo Fukuda pour l'UNESCO, une affiche pour l'UNESCO pour la décade contre le racisme. Avec, voilà, comme vous voyez, une main blanche qui franchit un mur noir et une main noire qui franchit un mur blanc, se faisant face l'un et l'autre. Et donc de cette main tendue, elle peut exister toute seule, comme dans cette affiche de Michel Juarez. Toujours cette génération des Grappus
et Le Kernek et autres marqués par l'affiche polonaise. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que là, on est dans. Donc, il s'agit, c'est écrit en bas, mai-juin 1994, les élus rencontrent les Dionysiens. Donc, il s'agit d'inviter les gens à rencontrer leurs représentants élus, etc. Ce genre de rencontre peut prêter a priori à des affiches très institutionnelles et très froides. Et là, Juárez va dans le sens totalement inverse en proposant une main voilà, fraternelle, amicale et de voisins et pas d'autorité. Et en continuant sur la main tendue, on arrive à ce fameux logo, celui du Secours populaire, donc créé par Grappus en 81, qui va ensuite être utilisé par eux dans beaucoup d'affiches qu'ils font pour le Secours populaire, qui va être décliné et souvent utilisé, détourné dans ces affiches qu'ils produiront, que Grappus produira. Et ensuite, ça va être d'autres ateliers issus de Grappus, Nous travaillons ensemble, et l'atelier de création graphique. Voilà un exemple d'affiche voilà, utilisant le logo, produite voilà, 3 ans plus tard, 1984, avec simplement par le décalage des couleurs et la couleur jaune, on évoque voilà, l'ombre et le soleil et la lumière. Et puis, de cette main tendue, on passe à la main donnant, offrant. Donc, dans cette affiche de 37, on retourne là sur la révolution espagnole et la guerre civile espagnole. Donc, une affiche incitant à récolter des fonds pour avoir un cuirassé pour les troupes républicaines et antifranquistes, avec dans un style qui évoque assez clairement le style que pouvait avoir à la même époque Cassandre en France, le style qu'on peut appeler Art déco, lui-même inspiré de la géométrisation et du travail de facettes des objets issus de la logique du cubisme notamment. Et puis voilà, dans cette main qui donne, voilà une qui tient un cœur avec une citation de Martin Luther King. Et là, on est alors dans une technique qui est celle de la linogravure, donc quelque chose d'assez rugueux dans l'expression, d'un graphiste américain très intéressant qui s'appelle Paul Peter Piche, qui a d'abord exercé en tant que publicitaire et il avait sa propre production personnelle qui s'est développée de plus en plus, très engagée, et qu'il autoproduisait, qu'il autodiffusait d'affiches linogravées comme ça, qu'il imprimait dans son garage. Et puisqu'on continue sur la représentation là, on est passé de on avait la poignée de main qui était notamment une représentation de la solidarité. Et il y a d'autres manières encore de représenter cette idée de solidarité. Donc là, je pense que beaucoup ont reconnu d'où étaient issues ces deux mains se touchant. C'est le plafond de la chapelle Sixtine par Michel-Ange, qui vont représenter donc une image de solidarité, en même temps assez dure dans son expression, avec cette bouche d'enfant qui pleure, pour l'année internationale des personnes handicapées pour la ville de Montreuil, donc par Roman Cislewicz, qui est un graphiste qui est très habile et très doué dans le photomontage, justement. Autre expression de la solidarité, avec ce travail-là du négatif, du positif, de la forme et de la contre-forme, dans une affiche de Alejandro Magallanes, un graphiste mexicain très politique et très, très intéressant. Voilà, là c'est à l'occasion des 10 ans de l'EZLN, l'armée zapatiste. Todo para todos, c'est tout pour tous.
Et puis là, on revient sur une affiche de 68 qui fait partie de ces affiches de 68 qui sont encore utilisées parce qu'elles n'ont pas perdu ni leur puissance, ni leur sens, ni la valeur des causes auxquelles elles sont attachées. Donc là, voilà, avec ces deux points brandis et croisés face au petit patron en chapeau qui cherche à opposer les travailleurs français immigrés les uns aux autres. Là, on arrive sur une autre image de la main, c'est la main comme outil du travailleur manuel, comme représentation du travail. Donc là, dans une affiche de 68, où l'intérêt est aussi, là on rencontre aussi cette interaction entre le texte et l'image, avec le texte devenant image. Et là, on retrouve ce qu'on voyait tout à l'heure dans l'affiche états-unienne, le gant de l'ouvrier métallurgiste. Dans cette affiche très connue là aussi de Jean Carlu, donc Jean Carlu, graphiste français, qui dans cette période va émigrer aux États-Unis pour fuir l'occupation allemande, et qui aux États-Unis va produire un certain nombre d'affiches voilà, pour l'effort de guerre contre le nazisme. Donc voilà, donc on retrouve aussi cette logique que je décrivais par rapport à l'affiche de Kernek, par exemple, de la transformation de l'image en signe. Voilà, on a le gant qui est autonomisé plutôt que de représenter un bras, on a le gant lui-même qui forme signe. Et puis l'interaction entre le texte et l'image aussi intéressante avec voilà, l'outil qui interagit avec la typographie. Et puis toujours dans cette idée du bras représentatif et de la main représentative de la force du travailleur, de l'ouvrier et aussi de l'homme au sens masculin. Là, une affiche soviétique qui raille justement l'homme jouant au domino, et le domino étant un jeu fort prisé à cette époque en Russie, enfin en Union soviétique. Avec au premier plan la silhouette d'une femme voilà, s'occupant de toutes les tâches ménagères, avec pour slogan « La force de l'homme au secours de la femme ». Et puis donc on arrive à cette image qui fait partie des images qui encore aujourd'hui sont réappropriées, détournées notamment de leur sens initial, puisque là on a affaire à une affiche pour la propagande, pour l'effort de guerre, on va dire. À l'époque où les hommes partent au front, il s'agit de faire continuer à faire tourner les usines, donc les femmes sont invitées à prendre la place des hommes. Et on a cette figure qui émerge, qui est notamment rendue célèbre par cette affiche et par une chanson avec pour titre Rosie the Rifter, donc Rosie la rifteuse, qui donc devient cette personnification de la femme faisant le travail ouvrier jusque-là dévolu aux hommes. Et ça va devenir plus tard, et encore aujourd'hui, une image reprise, détournée, réemployée par les mouvements féministes, d'autant qu'on a cette figure un peu de la force, la femme montrant ses muscles, mais en même temps on a l'évocation presque aussi d'un bras d'honneur, ce qui peut aussi être utilisé de manière ironique. Et puis pour rebondir là-dessus sur les questions de femmes et de féminisme, on a cette affiche à nouveau, une affiche de théâtre, à nouveau les graphistes associés. Et là, voilà un raccourci graphique entre ce gant MAPA, donc symbole du travail ménager, notamment du travail domestique féminin, associé à cette bague mise au doigt, donc où le lien fait sens entre voilà, le mariage où l'épouse est épousée en tant que future domestique gratuite. Voilà. Et puis là, cette figure aussi de la bague au doigt, mais dans un sens différent, utilisée par Nous travaillons ensemble, à l'occasion de l'alliance qui sont faites dans plusieurs mairies en 98
de la droite avec le Front National. Donc là, avec l'image l'image s'intitule l'Alliance, et donc c'est voilà, ce doigt gangréné par cette alliance contre nature, ou en tout cas malvenue. Et on arrive à quelques représentations là de la figure de la main comme représentation du pouvoir, la main qui manipule. Donc là, une affiche des Chapelets. Les Chapelets qui sont connus notamment pour leurs pochettes d'albums, puisque plusieurs d'entre eux sont aussi chanteurs des groupes La Tordue, Les Têtes Raides, etc. Et donc avec cette affiche qui va être utilisée dans différentes déclinaisons contre l'immigration jetable à l'occasion de plusieurs grands concerts et rassemblements sur cette thématique. Là, dans un autre ordre, un autre travail sur le signe et la forme, avec ce visage grotesque dessiné par cette main serrée avec le pouce ressortant et les deux grosses bagousses. Donc on a, là c'est à nouveau une affiche de théâtre d'un graphiste allemand qui participe de cette tradition allemande du photomontage qui remonte à Hartfield, qui s'appelle Frieder Grindler. Et donc là, on a, avec cette main grotesque, la représentation un peu de la figure du parvenu, de l'arriviste, et voilà. Et puis, troisième figure du pouvoir, avec ce doigt tendu, voilà, une affiche. Alors là, donc j'ai évoqué Tomaszewski, j'ai évoqué l'affiche polonaise, son influence en France. Donc Tomaszewski est un graphiste de cette génération de graphistes polonais dans lequel l'expression va vraiment exploser dans l'affiche culturelle, pas tellement d'ailleurs à l'affiche politique, mais l'affiche culturelle. Et il va accueillir des graphistes du monde entier qui vont être durablement marqués par cet enseignement. Et donc là, on a voilà, une image assez minimaliste et très expressive pour une pièce de Christopher Marlowe, Édouard II, dans lequel il est question de pouvoir et de sexe. Et donc on a évidemment un index assez phallique, voilà, qui en même temps a un côté un peu ridicule. Et de ça, on passe à voilà, la main comme signe d'agression, et là aussi avec ce travail sur la forme et la contre-forme, avec cette affiche de Lanny Somez, un graphiste américain, pour un numéro d'urgence contre le viol et les agressions sexuelles. Et donc là, voilà, la main s'inscrit en contre-forme à l'emplacement de ce corps féminin où devrait se situer le sexe. On comprend très bien la métaphore, mais ce qui est intéressant, c'est de voir la déclinaison de cette figure et de ce travail sur la contre-forme. Là, avec une affiche de Alejandro Magallanes à nouveau, pour des mobilisations à Ciudad Juárez. Bon, certains ont peut-être entendu parler de ça, c'est toujours d'actualité. Il y a énormément de femmes qui sont tuées et torturées et disparues dans cette ville à la frontière des États-Unis au Mexique. Et donc là, on a une image où se confrontent, on a trois images en une. Finalement, on a voilà, cette silhouette féminine, ces deux mains avec ce cœur renversé évoquant voilà, l'étouffement, l'agression, la mort, et puis en même temps cette tête de mort qui apparaît dans l'ensemble. Donc très forte image de Magallanes. Et puis là aussi, dans ce creusement en contre-forme de ces formes de main, une affiche là d'Alain Le Kernec, Kindheit ist kein Kinderspiel, l'enfance n'est pas un jeu d'enfant, donc pour une mobilisation en fait en Allemagne. Et ce qui est intéressant avec l'image suivante, c'est que vous allez voir, voilà, on a quelque chose finalement de très
proche dans la forme, et pourtant on est dans la signification inverse. Là, on est dans dans les mains qui protègent. Et voilà, donc comme quoi on peut facilement basculer d'un sens à un autre. Il suffit peu de choses dans la construction d'une image pour passer d'un sens à son opposé. Donc là, une image d'Uge Sato, graphiste japonais, un de ces graphistes japonais qui ne sont pas très nombreux mais qui sont engagés. Et puis là encore une image de la main protectrice pour cette affiche soviétique des années 70. Bon, ce qui surprend un petit peu sur les préoccupations écologiques de l'URSS, mais voilà, il y a une citation d'un paragraphe de la constitution de l'URSS faisant état de cette nécessaire protection de la nature. Et encore une image des graphistes associés. Là, cette fois, c'est plutôt la main qui s'oppose et qui, en même temps, en s'opposant, vient dessiner le signe qu'on ne voit plus trop. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que le signe du virus du sida, à un moment donné, était vraiment un signe très iconique, reconnaissable, que tout le monde avait en tête. Aujourd'hui, il n'est plus du tout dans les images et dans les têtes. Voilà, donc affiche pour un concours de scénarios contre le virus du sida. Et là, on arrive à la figure de la main du noyé, la main du noyé cherchant l'aide pour sortir de l'eau. Une image de Savignac, non à l'autoroute rive gauche, donc à l'époque, voilà, sous Pompidou, c'est les voies sur berge qui aujourd'hui, tout récemment, là, sont remises en cause. Voilà, avec Notre-Dame, les deux tours de Notre-Dame devenant deux bras appelant à l'aide. Et puis voilà, à nouveau cette figure de la main du noyé. Alors là, on est dans un type d'image où il y a beaucoup aussi dans ces périodes de guerre. C'est les affiches qui disent il ne faut pas parler, attention, parce que vous allez. Enfin voilà, c'est contre les espions, etc. Donc le moindre renseignement peut être utile et ensuite peut aboutir. Donc là, on a vraiment un raccourci qui présuppose déjà que le message a déjà été dit chez les gens, avec somebody talk, quelqu'un a parlé, et donc voilà, ce bateau coulé avec cette main qui émerge et du noyé qui va périr. Et puis dans une version, une idée assez similaire, mais là dans une stylisation maximale et pictographique, par Gunther Rambo, graphiste allemand important, à nouveau pour Amnesty International. Donc voilà, simplement par la découpe de la main et en laissant que la partie supérieure de la main apparaître, on évoque effectivement cette noyade et en même temps le rôle d'Amnesty qui est de sauver des gens qui se retrouvent noyés dans la répression, la prison, voire la peine de mort. Et puis on approche de la fin. Je ne sais pas où on en est au niveau du timing, mais j'espère que je n'ai pas trop dépassé. Donc on arrive là sur des représentations de la main à la fois synecdoque ou métonymie du corps tout entier et de sa dimension sensible, avec cette image de Grappus contre l'apartheid faite pour le Parti communiste français en 1984, où là les taches blanches viennent salir, abîmer la main, cette main noire, évoquant la minorité blanche qui opprime la majorité noire en Afrique du Sud, et cette coupure qui évoque peut-être justement cette idée de séparation qui est dans le mot même apartheid, c'est ça veut dire séparation, et en même temps l'idée de blessure. Voilà, et puis on a cette carte avec l'Afrique du Sud qui se situe là, elle-même tachée de blanc. Et puis, image de Nous travaillons ensemble, en fait, à la jonction, à la fin de Grappus, au début de Nous travaillons ensemble, un des autres ateliers qui en sera issu,
Une image voilà, nord-sud à l'occasion d'une exposition sur la frontière entre le Mexique et les États-Unis. Donc voilà, avec une main venant du nord qui n'a aucun mal à traverser, tandis que celle du sud se retrouve coupée par les pointillés. Donc un résumé graphique assez fort de cette idée du rapport à la frontière, tout à fait différent selon qu'on est au nord ou au sud. Et puis là, une image de Grappus en 89 à l'occasion du bicentenaire de la Révolution française. Donc là, on est vraiment dans voilà, l'image jetée sur le papier dans une énergie plus qu'une qualité de forme. Et avec justement à l'opposé, le traitement qui est fait de cette image, c'est qu'ils en feront un tirage à 100 exemplaires en dorure à chaud. Donc ce qui est intéressant, voilà, c'est ce rapport conflictuel entre l'image absolument griffonnée dans un coin de papier et puis qui devient une échelle monumentale et en même temps faite en doré. Voilà. Et dernière figure, le lever de la victoire. Donc avec là une image faite par le mouvement sandiniste au Nicaragua. Voilà, une affiche de Victor Manuel Navarrete, graphiste cubain, lors de l'indépendance de l'Angola en 1975. Donc avec cette main noire faisant un V de la victoire et tenant en même temps la figure du colon renversé. Donc image assez belle et forte. Et puis là, une affiche de Grappus pour la CGT où le chiffre 3 donné par la main évoque en même temps ce V victorieux. Voilà, on est en 77. Et puis on a accessoirement aussi ce qu'on retrouve dans beaucoup d'images d'affiches, c'est l'interaction entre le texte typographié et l'écriture manuscrite. Et puis, dernière image, voilà, là je parlais, ça pourrait résonner avec ce que je disais tout à l'heure sur franchir le mur des préjugés. J'aime bien, je finir avec cette image quand je montre ce diaporama aux camarades militants, parce que voilà, pour moi-même, Lénine n'est pas vraiment une référence, mais autant la figure de Lénine statufiée avec le culte de la personnalité qu'il a connu, etc., est vraiment repoussante, autant Grappus parvient avec cette image, avec ce petit signe de la main, à en faire une figure de camaraderie, de sympathique, etc., avec en plus la qualité des couleurs, et puis ce petit mot, voilà, allez-y de ma part, très ironique et très joyeux. Et puis on a ce travail sur les couleurs aussi qui symbolise le mouvement de la main avec le décalage de deux couleurs différentes. Donc voilà pour ce qui est de mes images. Et je vais finir avec quelques images de mes propres créations, utilisant aussi ce thème de la main. Alors c'est pas pour dire, je n'utilise pas que ça, hein, mais au final, avec toutes les images produites, j'en ai quand même quelques-unes qui utilisent cette thématique-là. Donc en voilà un exemple avec un tract réalisé il y a 3 ans il y a eu plusieurs tracts en fait, basés sur cette même image de départ, réalisé pour Sudrail, le syndicat Sudrail. Donc je pense que vous percevez tous le rapport entre le pictogramme du signal d'alarme qu'on peut rencontrer dans le métro ou les trains, et puis le point levé. Là aussi, alors bon, ce qu'il y a, c'est justement le point levé, c'est tellement battu et rebattu que j'essaye d'en avoir voilà, faut essayer d'en trouver une manière différente de l'exprimer, y compris, il est tellement connu qu'on peut se contenter d'une silhouette, par exemple, pour l'exprimer. Donc là, c'est une affiche pour une série d'événements qu'il y avait autour
de la décolonisation de l'Afrique, de la semaine anticoloniale, etc. Et puis des mouvements sociaux qui se passent là-bas en Afrique. Là, une affiche pour un festival, le festival Émancipation, cinéma des luttes populaires, où il y avait pendant 15 jours à l'Université Paris 8 des différents documentaires sur différentes luttes sociales dans des pays du Sud qui étaient projetés. Et donc là, avec voilà, ces mains tenant une fronde, donc qui est dans certains pays l'outil un peu notamment en Palestine, l'outil des dominés, enfin l'arme des dominés, voilà, pour ceux qui n'ont pas de tank ou de F-16, une manière de résister. Et voilà, avec l'œil qui vient nous regarder, qui vient faire face à l'œil du spectateur, évoquer ce rapport à l'image, puisqu'il s'agit de cinéma. Voilà. Et là, dans une représentation voilà, plus fouillée, voilà, plus du photomontage, une affiche pour Alternative Libertaire, voilà, donc a été édité au moment de la COP 21 sur le lien entre, donc c'était ça la commande, c'était faire le lien entre préoccupations écologiques et questions sociales. Donc j'ai répondu avec ce point arbre que j'ai pas, enfin le mélange entre le point et l'arbre, j'ai vu, ça a été utilisé à plusieurs reprises dans différents mouvements, mais en général dans une forme très stylisée. Donc là, à l'inverse, j'ai choisi d'en faire une version presque picturale et photographique. Et puis là, ouais, ça vibre un peu. Normalement, les rayures sont régulières. Bon. La figure de la poignée de main qui là devient la poignée de main des dominants. Donc là, c'est la représentation de ce qu'on appelle la France-Afrique, c'est-à-dire les relations économiques, politiques et plus ou moins cachées entre dirigeants français et dictateurs africains, avec, si vous ne l'aviez pas vu, voilà la main représentant les peuples africains avec l'Afrique ici, et puis le bouton de manchette représentant la France ici. Ça, c'était pour la deuxième foire à l'autogestion dont j'avais fait l'affiche, et ça, c'était en plus, j'ai fait une petite exposition grâce à la collection d'un ancien imprimeur qui a toute une collection d'affiches politiques, pas forcément de toutes de grande qualité, enfin la plupart pas d'énorme qualité, mais qui ont en tout cas une trace intéressante de beaucoup de mobilisation sociale. Et donc sur cette question d'autogestion, j'avais rassemblé voilà, une quarantaine d'affiches. Et donc ça, c'était l'affiche dépliant. De l'autre côté, il y avait le contenu, la mention de toutes les affiches et tout. Donc c'était plié en 4 et on avait recto verso ces deux mains qui apparaissaient. Donc là, on a 3 figures de la main qui viennent compléter et résonner avec les mots, y compris là avec le mot, tout le monde ne perçoit pas cette subtilité, mais le mot emploi qui est souligné, qui évoque l'idée que l'autogestion, c'est une manière de s'employer soi-même, enfin c'est une forme d'emploi, c'est un mode d'emploi, et en même temps c'est un mode d'emploi au sens où ça peut être une voie vers une émancipation plus globale du genre humain, on va dire. Et puis, et ben là on retrouve la figure des points tenant les barreaux. Donc là, c'était une expo qui avait lieu pendant la fête de l'UMA, dont on m'a demandé de faire l'affiche d'identité. Et donc, j'ai utilisé la disposition du titre pour évoquer ces mains tenant des barreaux. Donc là, toujours pareil, c'est vrai que comme on a des signes qui commencent à s'épuiser à force d'être utilisés, on les utilise presque au 2e ou au 3e degré, on commence à les styliser de plus en plus. Parce qu'on s'imagine que les gens les ont déjà dans l'œil, dans le cerveau, donc on va vers encore plus de stylisation. Et ça, une image que j'avais faite, dont j'avais fait une première version pour le nom au TCE, au Traité constitutionnel européen en 2005.
et que j'ai reprise et recolorée, réagencée en 2015 contre les politiques d'austérité qui ont été imposées au peuple grec par les institutions européennes. Donc pour revendiquer voilà, une autre Europe, une Europe plus sociale. Voilà, donc c'est à la fois une affiche qui dit non, avec une main qui dit non, bon, qui évoque une empreinte de main, bien sûr, et en même temps qui, tout entière, évoque plutôt des choses du côté du positif et de la solidarité, et voilà, et de l'internationalisme, on peut dire. Et puis voilà, pour conclure, le dernier, voilà, c'est un peu là, je peux dire, un peu la stylisation maximale du point levé autonomisé comme signe, avec une forme d'astre un peu mouvant. En fait, ce qu'on voit derrière, c'est la photo de départ utilisée, c'est une photo de couronne solaire, c'est-à-dire ce qu'on voit quand il y a une éclipse de soleil. Et voilà, et cette image, dernièrement, donc je l'ai réalisée au départ pour un journal qui s'appelle L'Autrement, dont il était la couverture et l'affiche intérieure. Et puis je l'ai réédité on a fait deux impressions à deux reprises en autocollant, d'abord contre la loi travail, et puis ensuite financé et porté par Nuit debout. Voilà, et en tout, il a été diffusé à plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires lors de différentes manifestations. Voilà.